Breakdown. Ok, test que son, parle. Parle. Test de son, dis un truc. Non, non, c'est moi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. Oh Oh putain, mais Gilles, vas-y, fais quelque chose. Let me tell you of the days of high adventure. putain. Tout, 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 tout. Tum, tum, Bon, allez, tum. ça suffit. Pose ton téléphone. Ça suffit, Mental Combat. Oh yeah, ça donne le ton. Ok, c'est parti. Bienvenue dans... Non, ne fais pas de bruit de bouche. Ah, c'est insupportable. Je n'ai fait aucun bruit de bouche. C'est exact. Bon, certains reconnaîtront la référence. Arrête de détourner via Bon, le grand allez. détournement. Absolument. Et on va Arrête de manger des bouger, chips. arrête de bouger. Ah, allez. T'es pas concentré. Allez, c'est parti. C'est officiel. C'est le lancement de ce 3e épisode. On est trop content de vous retrouver. Regardez, c'est la liesse générale. Gilles, Céline, mon cher et impitoyable époux, comment allez-vous aujourd'hui? ça va très bien, merci. Et toi, Céline? Je vais très bien. Je suis trop contente de tourner cet épisode parce que, allez, on va être transparent. On avait tourné un épisode il y a bien 2 semaines. 2 semaines. Oui, à chaque fois qu'on dit 2 semaines, on reprend en cœur 2 semaines en référence à Total Recall. Mais nous n'étions pas satisfaits de cet épisode où nous étions un petit peu crevés. Donc dans ce 3e épisode, nous allons rester dans la continuité du précédent. Donc si vous ne l'avez pas écouté, nous vous invitons à l'écouter, à le visionner. Il est, pour rappel, sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer, et j'en oublie peut-être. Mais avant de lancer cette thématique que vous connaissez de toute manière, puisqu'elle est dans le titre, elle est forcément dans le titre qui annonce cet épisode, nous aimerions faire un mini hommage à Chuck Norris qui nous a quittés déjà il y a quelques semaines. Ça paraît déjà lointain, mais on ne pouvait amorcer cet épisode sans l'évoquer et regarder. J'ai reçu ce t-shirt d'un auditeur qui m'a fait ce magnifique cadeau pour mon anniversaire et je le remercie. Merci John, puisque j'ai ici, vous l'avez reconnu, une scène totalement culte qu'on retrouve donc dans le film La Fureur du Dragon. Et évidemment, La Fureur du Dragon avec Bruce Lee et Chuck Norris. Chuck Norris qui, rappelons-le, au-delà de sa carrière en tant qu'acteur, qu'on peut aimer ou non, mine de rien, avant ça, a eu une carrière absolument fulgurante en tant que sportif de haut niveau, avec des grades en Tang Sudo, Taekwondo, Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, Karaté, bien évidemment Karaté, 8e Dan, où il a remporté pas moins, si je ne me trompe pas, de 6 titres mondiaux en tant que combattant. Et attention, on précise combattant parce que le combat en karaté, en particulier à cette époque, ça tapait fort. sûr. Oui, c'est vrai. Et je le rappelle, tu es toi-même expert en arts martiaux, mais toi, ta spécificité est plus tournée vers la Chine. C'est ça, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle régulièrement, je n'hésiterai pas à te solliciter pour avoir ton regard aussi en tant qu'expert, parce que c'est le terme arrivé à ton niveau, ce n'est pas, comment dire, pédant d'utiliser le terme expert, il me semble. Tu es quel grade déjà? Je suis au maximum de ce que je peux être à mon âge, c'est-à-dire 6e pour le moment. Et je vais passer mon 7e dans 2 ans, Dans quelle très discipline? précisément. Dans le kung fu est particulièrement dans le style qu'on appelle le Xing Chuan, c'est-à-dire la boxe de la forme et de l'intention. Qu'est-ce qu'a représenté Chuck Norris pour toi, tu vois, en tant que gamin, mais aussi en tant que pratiquant? Alors,
La fureur du dragon. Alors, déjà, la fureur du dragon pour moi, parce que d'abord, c'est l'antagoniste par excellence de Bruce Lee. C'est le mec poilu, l'occidental, qui porte du blanc, et on voit bien que Bruce Lee, dans son opposition, est tout lisse, porte du noir. Il y a vraiment eu une volonté dans ce film d'opposition presque portée à l'extrême. Et moi, Chuck Norris me faisait cet effet effectivement de méchant un petit peu sûr de lui, mais je trouvais aussi, et d'ailleurs c'est très bien démontré dans La Fureur du Dragon, si tu veux, les limites d'un certain karaté, sans t'offenser, hein, bien sûr. Et moi, je me rappelle que quand j'ai commencé les arts martiaux, je voulais pas faire quelque chose de japonais parce que je trouvais ça trop rigide. Voilà. Même s'il n'y a pas de mauvaises pratiques et qu'il y a surtout de mauvais pratiquants, on a l'habitude de souvent Et dire de ça. pédagogie aussi, parce que rappelons, si je ne me trompe pas, que le karaté en Occident a été véhiculé par les militaires aussi, donc il y a aussi cette... Oui, alors oui, et puis surtout, tous les karatés ne sont pas les mêmes. Exactement. Tu as des Mm. karatés qui sont très proches des styles d'arts martiaux de la Chine du Sud, en particulier du Sud-Est, tout comme les karatés d'Okinawa par exemple. Chuck Norris pour moi représentait vraiment l'incarnation du karaté quand j'étais petit parce que c'était pas tellement répandu non plus au cinéma. Et ensuite, bien sûr, plus dans l'adolescence, il a représenté l'incarnation de tous ces films. Il représente, pour moi, il incarne la nanartitude, quoi, entre Ben guillemets, oui, tu vois. c'est C'est le lui qui est... bon américain, patriote, C'est ça, avec évidemment les excès que ça peut représenter, mais c'est un personnage caricatural, et d'ailleurs tellement caricatural qu'il en est devenu culte aussi par rapport à ça. Il y a tout un humour aussi autour de Chuck Norris qui s'est développé. bien sûr. Moi, ce que je trouve fou, c'est que enfin, cet homme déjà a été filmé juste après son anniversaire, enfin, à son anniversaire, donc peu de jours avant sa mort, en train de faire des trainings de boxe, de pattes d'ours, où il était en méga forme. Et d'autre part, je trouve que c'est quand même une sacrée performance que de générer des rires et des traits d'humour en mourant. Parce que c'est quand même un événement euh, qui prête difficilement à rire, mais le mec est arrivé à un tel niveau de personnage culte que c'est devenu une figure. C'est même plus l'être humain, c'est la figure Chuck Norris. Un peu Mm. comme Van Damme aussi, quelque part. Il est légendaire, Chuck Norris, et puis il a vraiment cette incarnation du sous-produit pour moi de ce qu'est Rambo. Tu vois. Ouais, C'est-à-dire que Rambo a lancé un certain cinéma d'action à coups de flingues, de fusils, d'explosions, etc. Il se tirait évidemment à la bourre avec Arnold. Mais il y a aussi cette incarnation par Chuck Norris du sous-produit, si tu veux, et de la série du finalement. film d'action militaire, quoi, C'est entre une guillemets. star de la télé plus que de cinéma. Oui, ben, bien sûr, on ne va pas omettre ou refaire toute sa filmographie, mais il faut bien parler quand même de Walker, Texas Ranger, Mhm. qui ne regardait pas ça le samedi après-midi. Ouais, et pour moi, tu vois, Chuck Norris, c'était aussi. Alors, j'étais team Bruce Lee, hein, j'étais à fond sur Bruce Lee quand j'étais petite. Mais pour moi, Chuck Norris, c'était aussi l'incarnation de l'homme blanc. C'était la confrontation de l'Occident euh, versus l'Asie. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grande symbolique dans ce combat final, et pas juste karaté contre Kung Fu, Jeet Kune Do. Enfin, c'est comme ça que je le voyais aussi parce que bah, il avait ce physique hein, blanc, velu, enfin tu vois, à l'opposé donc de Bruce Lee. Et dans ma tête, c'était le méchant homme blanc. Et pourtant, dans ce combat, il parvient à être attachant. Il y a une dignité, il y a quelque chose qui se joue un peu comme dans les westerns entre eux. Tu vois, on avait cité Il était Ouais. une fois dans l'Ouest, Mais mais d'ailleurs, la musique est très inspirée. il y a des codes qui sont repris dans l'échange de regards, Ouais, l'aspect ouais. statique au départ. Moi, je vais même jusqu'à dire qu'il y a une inspiration de Sergio Leone dedans, carrément. Probablement, Ouais. ouais. Avec une considération entre combattants. Il y avait aussi cet esprit, je trouve, cet esprit de dignité et de respect entre combattants qui probablement a été exacerbé dans le cinéma. Et après, on se rend compte que dans les combats de rue, non, on n'est pas du tout dans le respect de l'adversaire. Oui, puis Enfin bref, je digresse. il y a une sorte de dignité, mais c'est parce qu'en fait, ce sont deux personnes
qui savent qu'elles vont mener un combat total jusqu'au bout, à mort en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que le combat a lieu dans le Colisée. Je veux dire, c'est toute une symbolique de mise à mort quand même. Et c'est pour ça qu'il est attachant. Il est attachant parce qu'il va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire il va jusqu'au bout de lui-même. C'est pas tellement jusqu'au bout de la confrontation ou de ce qu'il est capable de faire par rapport à Bruce Lee, mais c'est de ce qu'il est capable de faire par rapport à lui-même. Et donc il donne complètement tout ce qu'il est. Il y a une forme d'intégrité de chacun des côtés de ses combattants et qui forcément est à honorer. C'est une valeur il sait qu'il a perdu et il va quand même au bout. Et quelque part, c'est un peu comme... enfin, pour moi, ça parle d'une valeur. Hein. C'est je choisis ma mort, je sais que j'ai perdu, mais je décide de mourir. Et quelque part, de mourir de la main de quelqu'un qui est plus fort, c'est une forme de dignité. En fait, à ce moment-là, ce n'est plus une humiliation. En tout cas, c'est d'accepter. Accepter que... Ça me fait penser, tu sais, à ce combat de Teddy Riner qu'il avait gagné contre un champion japonais, il me semble, il y avait eu un échange très beau et très noble entre les deux, parce qu'on sentait qu'il y avait un profond respect. Et finalement, perdre dans ces cas-là face au champion, évidemment que c'est une leçon d'humilité, mais c'est aussi une forme d'honneur, une sorte de privilège. Je trouve que c'est ce qui caractérise d'ailleurs peut-être les arts martiaux et qui les différencie d'une cage de MMA. Ça, tu vois, la différence entre sport de combat et arts martiaux. C'est une émission sur laquelle on pourra avoir un débat. Ouais, ce sera un autre sujet. Là, je suis en train de tendre des perches vers d'autres sujets. C'est très... c'est long à développer et je pense qu'il y a beaucoup de points à évoquer à ce sujet. Mais en tout cas, c'est vrai que Bruce Lee, déjà, par sa démarche personnelle, était déjà dans la synthèse de plusieurs arts martiaux pour mettre au point son Jeet Kune Do, parce qu'on relie souvent Bruce Lee au Kung Fu, mais il n'en a pas fait tant que ça en termes d'années. Et très vite, il est allé vers la synthèse qui a mis au point le Jeet Kune Do à partir de plusieurs arts martiaux, dans lesquels on peut détecter notamment la boxe française, avec la façon de se mettre sur la pointe des pieds, les changements très rapides de garde de côté qu'il a pris au taekwondo. Il était aussi ami avec Mohamed Ali, donc il a aussi étudié pas mal la boxe anglaise. Il y a beaucoup d'arts qu'il a essayé de synthétiser pour former le Jeet Kune Do. Donc en fait, c'est beaucoup plus juste de parler de Bruce Lee et de le relier au Jeet Kune Do que de le relier au Kung Fu. Oui. Et tous les... évidemment, le profane ne peut pas le savoir, mais tous les experts ou tous les gens qui sont un minimum impliqués dans les arts martiaux chinois et dans le Kung Fu, qui sont sincèrement impliqués là-dedans, traditionnellement, savent très bien que Bruce Lee n'a que très peu de choses à voir avec le Kung Fu, en fait. Si ce n'est l'intensité qu'il met dans sa pratique martiale, évidemment, et aussi les racines du Wing Chun, notamment. Et en parlant d'humilité, moi, en redécouvrant le palmarès de Chuck Norris, en fait, je me faisais la réflexion, mais quand même, il faut une certaine humilité pour un champion de ce niveau pour accepter un rôle où clairement il va se prendre une raclée par quelqu'un qui représente un autre art martial. Enfin, quand même, moi je trouve que c'est chouette d'avoir accepté ça, parce qu'il aurait pu aussi dire bah non, je suis un champion, il n'est pas question en fait que je perde un combat au cinéma, parce que c'est quand même ça dont on se souvient. Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais également il ne faut pas oublier que dans le cinéma, en général, une vedette va tirer ou va élever un autre acteur, par exemple, va mettre en valeur un autre acteur, comme par exemple Keanu Reeves dans John Wick, qui va mettre en valeur l'actrice qui plus tard va jouer Ballerina, par exemple. Et à ce moment-là, Bruce Lee est 1000 fois plus important que Chuck Norris. Donc il y a des choix, ok, c'est vrai. Mais au final, Chuck Norris a bénéficié de ce contre-coup d'une façon extraordinaire, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, justement, parlons de Chuck Norris, parce que Chuck Norris, c'est aussi ce qui va nous permettre, vous allez voir, de développer la thématique majeure de cet épisode. L'importance, selon nous, hein, de garder un discernement entre la personne et l'artiste. Parce qu'on peut admirer quelqu'un, c'était le sujet donc
du premier épisode de ce podcast. On peut l'admirer par rapport à sa carrière artistique, par rapport à sa carrière de sportif, et pour autant, à un moment donné, réaliser que cette personne, humainement parlant, ou sur un point de vue moral, a pu avoir un parcours plus que discutable. On peut être déçu, se sentir trahi. Et si je vous parle de ça, c'est parce que concernant Chuck Norris, lorsque j'ai fait un petit éloge sur les réseaux sociaux, certaines personnes, alors en minorité quand même, hein, mais se sont permis de commenter: «Ah bah tiens, sans regret, de toute manière c'était un fasciste, on connaissait ses positions politiques, blablabla, blablabla». Bon, est-ce que c'est pas un peu hors sujet, en fait, au bout d'un moment, de ramener ça, même si les postures politiques de Chuck Norris avaient pu être rendues publiques parce qu'apparemment il avait effectivement pris position, il avait peut-être milité. Je dis peut-être parce qu'en fait, je m'en fous. Moi, je fais partie des gens. Je peux comprendre que vous ne partagiez pas cet avis et on vous invite d'ailleurs à commenter, hein, si c'est le cas. Hein. On est là dans une discussion ouverte et nous, on part du principe que de ne pas être d'accord, c'est toujours enrichissant tant qu'on avance des arguments qui ne sont pas dans l'insulte, le dénigrement facile. Mais personnellement, moi, je m'en fous en fait de connaître finalement le bord politique de quelqu'un. Ça peut être évidemment quelque chose d'intéressant à prendre en compte, surtout quand cette personne va écrire un scénario. On se dit, ah d'accord, bah oui, par exemple Mel Gibson, forcément de connaître sa posture va influencer notre lecture de ses films. Mais pour autant, c'est pas ça, en ce qui me concerne, qui va influencer ma manière d'admirer ses capacités. Pour être plus concrète, bah en fait, c'est pas parce qu'un acteur est violent dans sa vie perso que je vais du jour au lendemain me dire ah bah oui, en fait, c'est un acteur de merde. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que malheureusement, malheureusement, c'est pas malheureusement ou heureusement. Il faut bien reconnaître que la nature humaine est complexe et qu'on peut avoir des artistes de talent dont on va découvrir ensuite que ils sont humains et ils sont faillibles. humains, et ça veut pas dire ah bah tiens, comment dire, cet acteur a été violent, donc peu importe qu'il ait été violent, ça ne compte pas, il devrait continuer à travailler. Non, je pense qu'il y a une justice à faire, à appliquer, bien entendu. De savoir aussi qu'un réalisateur a été abusif ou un producteur a été abusif, heureusement que la justice est là. En plus, je rappelle que je suis coordinatrice d'intimité, donc évidemment que cette notion, elle est importante, de savoir que la personne ne va pas abuser de son pouvoir et continuer d'exercer sous le simple prétexte qu'elle a du talent. En revanche, quand on regarde la filmographie de quelqu'un et qu'on constate qu'elle a fait du bon boulot, moi je pense que c'est important de le dire. Donc, t'aboutis à ce fameux, évidemment, débat qui est alimenté sur... séparer l'homme de l'artiste. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai plus envie de dire séparer l'homme de l'œuvre. Donc, concernant Chuck Norris, pour ceux qui ont pu dire « Ah bah oui, mais c'est un fasciste, donc on ne devrait pas célébrer cette personne », en fait, c'est pas la personne qu'on célèbre, parce que nous, on ne le connaît pas, on l'a pas connu, Chuck Norris, à titre personnel. On va célébrer, reconnaître un mérite par rapport à la carrière, par rapport à ce que cette personne nous laisse, par rapport à ce qu'elle a pu représenter dans notre vie, de ce qu'elle a pu véhiculer. En revanche, bien sûr que, à mon sens, il est important de séparer, de ne pas sacraliser. Voilà, c'est ça qui est important. De ne pas sacraliser quelqu'un qu'on admire. De la même manière, de ne pas tomber non plus dans la diabolisation. Non, mais c'est assez difficile, ça. C'est difficile, mais c'est hyper important parce que sinon, on tombe dans la fanatitude qui fait que sous prétexte qu'on trouve un acteur, une actrice, mais ça vaut pour tous les artistes, hein, chanteurs, chanteuses, peu importe. Le danger, en fait, c'est de dire « Ah, parce que j'aime son travail, je vais écouter ce que va dire cette personne et appliquer tous ses conseils. » Et puis aussi, il ne faut pas oublier que les artistes ont une... Et encore plus aujourd'hui avec la société de médias que l'on vit, ont une image médiatique. Oui, il y en a qui en jouent. En rien. Il y en a qui en jouent. Alors, il y a des gens qui s'assument parfaitement comme ils sont, et d'ailleurs, la plupart du temps, ce ne sont pas ceux-là que les médias vont plébisciter. Mais tu es bien placé pour le savoir.
l'image médiatique n'a rien à voir avec la personnalité même de l'artiste. Ah, mais c'est une mise en scène. Donc finalement, les fans qui sont tombent amoureux ou amoureuses d'une illusion. Oui, C'est ça qui est ou en tout fascinant. cas une facette, sachant que cette facette n'est pas forcément un mensonge. Moi, j'ai pas le sentiment de mentir. De toute manière, je suis très mauvaise pour ça. Mentir demande des efforts. On s'y perd. Moi, je préfère être moi-même, c'est beaucoup plus simple. En revanche, on va sélectionner et développer une facette de soi dans sa vie publique. Et chacun et chacune le fait de toute manière, puisque vous-même, vous n'allez pas avoir la même posture, pas forcément le même champ lexical ou le même, comment dire, ton que avec votre meilleur pote ou avec votre famille. En fonction du milieu dans lequel on se trouve, on va développer une certaine facette de soi. Mais ça ne veut pas dire mentir. Bon, quand on est un personnage public, tout ça c'est démultiplié. Là où on veut en venir, c'est que cette distinction qui nous semble importante, essentielle à faire avec les personnages publics, ben, elle est aussi à faire à plus petite échelle. Et ça nous ramène à l'échelle familiale, Mhm. notamment la figure des parents, qu'on va avoir tendance à sacraliser assez spontanément quand on est enfant, et c'est plutôt normal, parce que ce sont des référents, parce que ce sont nos premiers modèles, ce sont a priori les adultes avec lesquels on passe le plus de temps. Et si ce ne sont pas les parents, bah, ça va être en tout cas les adultes qui prennent soin de nous. Et le risque, mais c'est humain, ça va être de les considérer comme des surhumains. Et c'est là où il y a potentiellement un danger, de se dire cette personne, elle est parfaite. Or, on le sait bien, et probablement c'est en cela que consiste l'adolescence et le passage à la vie adulte. À un moment donné, il va y avoir une déception. À un moment donné, cette personne va tomber de son piédestal et on va réaliser que c'est juste un être humain. C'est raconter aussi ça dans le cinéma. Alors, moi, ce que j'aimerais justement, parce que là, je parle beaucoup, c'est que tu me dises quelle figure tu as choisi dans le cinéma qui incarne bien ça. Tu sais, une figure soit maternelle, soit paternelle, qui soit centrale dans la construction d'identité du héros et qui à un moment donné soit aussi quelque part sa faille. Oui, ou sa némésis. Mais moi, il y a deux films qui me viennent en tête, évidemment, celui dont je porte le t-shirt, et dont je ne suis pas peu fier, Magnifique, il est sublime. extraordinaire. Et bien sûr, l'histoire de Dark Vador, qui est fascinante. Vraiment, qui peut être sujet d'un décodage et d'une lecture très approfondie avec plusieurs strates, avec notamment un fils qui est confronté au même choix, la construction en opposition, le conflit de loyauté, enfin voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans que l'on peut développer sur ce personnage-là. Et Conan, évidemment, c'est le père et la mère, c'est-à-dire que les deux disparaissent, des personnages qui sont très forts, qui sont habitués à manier l'épée, etc., mais qui pour autant sont dans un village harmonieux, qui sont tués, la quête de vengeance, bien entendu, et la substitution, entre guillemets, par le personnage de Tulsadum, qui est dans ce phénomène d'emprise, et qui peut être aussi décrypté de maintes façons. C'est-à-dire que souvent quand on perd ses parents, ou qu'on est, disons, en opposition avec les parents, ou le père, on va dire, dans ce cas-là, en termes de valeur, ou que même il y a un décès tout simplement, on va projeter sur d'autres personnes le besoin de cette figure paternelle, et c'est aussi le moment où on peut être très fragile pour être placé ou mis sous emprise. Donc voilà, Alors c'est assez après, Conan intéressant. grandit, il grandit sans figure paternelle, mais il s'y retrouve confronté en retrouvant Tolsadoum qui en joue en fait. Il s'en sert comme levier. Et ce qui est hyper intéressant, tu as utilisé le mot emprise et c'est totalement ça. Tolsadoum d'ailleurs a fait de l'emprise sa spécialité puisque c'est un gourou. Au départ, il utilise l'acier et la guerre, la force physique pour soumettre, et ensuite il utilise l'emprise psychologique qu'il trouve beaucoup plus puissante. Et d'ailleurs, il a raison. On a beaucoup plus de pouvoir quand on est face à un peuple qui
se soumet allègrement, hein. C'est tout le principe de l'emprise et des sectes. Mm. Mais il essaie d'utiliser aussi ce pouvoir sur Conan en appuyant sur la fameuse loyauté. C'est sans moi, tu n'aurais pas eu ce destin. Tu t'es construit grâce au manque, au vide que j'ai créé, grâce à la souffrance, et tu me Ouais. dois ta vie. Il lui dit exactement, il lui dit que c'est lui qui lui donne la force, qu'il n'aurait jamais eu cette force-là Hmm. sans lui avoir pris, entre guillemets, ses parents. Déjà, il y a ça. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi en pensant que Conan est séparé de son père. En fait, pas du tout. Parce qu'il ne faut pas oublier l'axe principal du film qui est l'énigme de l'acier, le secret de l'acier. Et cette énigme, en fait, c'est ce que son père lui transmet dès le départ, quand il est Ouais. enfant. Il doit Et l'épée, apprendre, il y a aussi le il doit symbole de l'épée. apprendre le secret de l'acier. Et donc, tout son cheminement initiatique, d'ailleurs, c'est absent dans le film. On ne sent pas que le mec est obsédé par l'idée d'aller tuer Tulsadum. Dans les rares échanges qu'il a, il ne parle pas de ah, je veux tuer Tulsadum, je veux venger mes parents. Il n'est pas question de Bah, ça. il n'est pas dans la parole. C'est uniquement une fois qu'il est affranchi en tant qu'homme libre que d'un coup ça devient une quête en fait, quelque part. Peut-être que c'est parce qu'avant il ne peut pas l'amener. Mais on n'a pas l'impression dans le film que c'est quelque chose qui trône dans son esprit, hein, entre guillemets. Ouais, mais peut-être que c'est ce qui le fait vivre aussi, parce qu'il est obstiné, il pousse la roue de la souffrance, et qu'est-ce qui le fait tenir? Est-ce que c'est pas justement cette, cette soif de vengeance? On ne Euh, saura pas vraiment, puisque c'est un taiseux. c'est probable, mais c'est aussi parce qu'il passe beaucoup de temps à s'entraîner et à pratiquer l'art des armes, en fait, le maniement des armes et de l'acier, pour finalement être sur la voie de ce que son père lui enseignait. C'est-à-dire que la figure a disparu, mais il reste l'enseignement, il reste la graine que le père a plantée. Ouais, mais quand même, pour moi, il y a beaucoup de colère. Enfin, je veux dire, quand il se retrouve, alors il y est forcé, hein, à être dans les combats qui sont extrêmement barbares, où il révèle d'ailleurs son aspect barbare. Là, on n'est pas dans la noblesse du combat. Oui, mais c'est là où il est reconnu. C'est là C'est où il là est où il est reconnu, et reconnu. ça, c'est très important. Mais moi, alors tu vois, je le perçois pas comme ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ce qui fait qu'il tient sur ses jambes, c'est cette rancune qui fait qu'à un moment donné, il aura sa vengeance. Pour moi, ce n'est pas dit, mais c'est ce qui fait partie de sa hargne. Il est quand même dirigé par sa colère, même s'il ne l'exprime pas verbalement. Je dirais pas par colère, mais je pense qu'il est dirigé par sa quête de vengeance. Oui, Ça, oui. voilà. Ouais, Mais il n'y a pas. ouais. C'est un homme du Nord, faut pas l'oublier. C'est un Cimérien. Oui, et puis il ne pleure pas. Il ne pleurera pas. La figure du père, la question de la loyauté, elle est centrale parce que c'est quelque chose, pour moi qui accompagne beaucoup d'hommes, c'est quelque chose qui est souvent vécu comme une souffrance et qui génère des blocages, qui empêche de faire des choix, qui empêche parfois même de passer véritablement à l'âge adulte. Parce que c'est pas parce qu'on a 40 ans, 50 ans, qu'on a même 80 ans, hein, et qu'on a bâti un empire financier, qu'on s'est accompli professionnellement, que là à l'intérieur, sur plan intime, tout est réglé, hein. Posez-vous vous-même la question, que vous soyez un homme ou une femme, posez-vous la question, ok, j'ai un âge biologique, mais finalement, quel âge je me sens vraiment? Et quel âge je me sens, si vous avez encore vos parents, quel âge je me sens vis-à-vis d'eux? Et là, vous allez voir que généralement, c'est pas l'âge biologique qui en ressort. Ça va être un très bon indice. Alors pour certains, ça sera vécu très bien, mais pour d'autres, ça générera une souffrance. Et typiquement, ça peut donner une phrase ouh là là, dès que je suis face à mon père, je me sens oppressée et j'ai l'impression d'avoir 8 ans. Et là, c'est un axe d'accompagnement, clairement, hein, je vous le dis tout de suite, hein. C'est qu'est-ce qui vous empêche de passer à un âge supérieur? Qu'est-ce qui fait que peut-être vous vous retenez, vous ne vous autorisez pas à passer à un âge plus adulte? Alors souvent, il y a la peur du conflit, la peur de l'affrontement. Parfois, il y a une loyauté aussi, il y a un attachement aussi à un âge d'or. On ne veut pas grandir, on a parfois peur de perdre
cette naïveté ou cette forme d'amour qu'on considère comme inconditionnelle. Et grandir, ça pourrait signifier une perte. Voilà, je lance quelques pistes d'introspection pour vous. Je vous dis ça parce que moi-même je l'ai vécu et vraiment il est très 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 fréquent que j'accompagne des personnes qui restent bloquées à un âge Et toi, et à tu un te moment sens à quel donné âge ça alors du les... coup? Bah moi en fait je cumule plein d'âges différents comme toi je pense. C'est que je navigue entre mes 8 ans, parfois même avant, hein. Quand on a fait les châteaux de sable, je pense que j'avais 4 ans. Je peux avoir 15 ans, je peux avoir 80 ans dans ma tête. Enfin, j'ai plein d'âges différents, mais je vais vraiment naviguer. Bon, enfin, quand t'as les 80 ans dans la tête, tu me préviens, hein. Ouais, mais Non, on ne fait pas je- d'agisme sur cette chaîne. non, non. Mais je pense on peut avoir plein d'énergie, plein d'âges différents. Il n'y a pas de mal à ça, en fait. Et surtout pas de jugement moral, mais c'est plus... La question, c'est en fait, dans quelle mesure vous sentez que ça vous bloque? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça vous bloque? Un autre truc aussi qui est important, qui peut être une piste pour pouvoir évoluer, c'est de repérer si à un moment donné, il y a eu un événement dit traumatique, hein, un moment en tout cas qui vous a impacté émotionnellement. Parce que sachez que c'est normal de rester bloqué à l'âge où on a vécu un événement traumatique. Et ça peut se débloquer. Je ne vais pas partir dans les explications autour de la dissociation, autour du trauma, mais posez-vous la question. C'est souvent en fait en accompagnement on tire le fil, hein. Mm. C'est tiens, bah, quelle est la première fois où tu as ressenti cette peur panique ou cette angoisse? Et souvent on remonte à un événement et bah, ça va être l'âge où on va accompagner. En gros, il y a la mémoire biographique, chronologique, et il y a la mémoire traumatique qui est différente. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à Tolsadoum et Conan? Parce que comment il s'en libère justement? C'est hyper fort ça comme C'est très scène. simple, il lui coupe la tête. Eh ouais, Et Tulsadum étant dans le culte des serpents de Seth, et là, ceux qui ont lu Conan sauront de quoi je parle, je trouve ça très fort parce qu'en fait, il coupe la tête. Et si tu remarques bien, il coupe la tête à la fois du serpent, lorsqu'il prend l'œil du serpent, mais il coupe aussi la tête de Tulsadum. Et le serpent dépérit lorsqu'on lui coupe la tête. Ce n'est pas comme une hydre ou autre chose avec plusieurs têtes. Donc je symboliquement trouve ça ça me fait très bien. penser, à Freud. Bon, depuis évidemment on est revenu sur Freud, hein, mais il y a quand même, il faut voir ça comme une théorie, comme une proposition de double lecture. Mais il y avait cette expression de tuer le père en fait, symboliquement. Bon, Conan le fait littéralement. Il s'affranchit du père, mais attention, ce n'est pas le fait de couper la tête qui le libère, c'est parce qu'il s'est déjà libéré au préalable qu'il est en mesure de couper la tête. Je pense que ça c'est quand même important, c'est Si on il regarde s'est bien, libéré avant. ouais, si on regarde bien le moment où il revient du coup à la montagne pour donc se venger, on voit que donc il est accompagné de la fameuse princesse qui elle-même est sortie de l'emprise une fois qu'elle s'est rendue compte que Tulsadum en voulait à sa vie, donc que finalement Et surtout qu'elle est abandonnée. oui, mais surtout que la personne elle pensait que la personne dont elle était sous emprise, que cette personne-là était bienveillante, mais en fait elle se rend compte qu'elle est malveillante. Oui, oui, elle était juste C'est-à-dire que utilisée. Tulsadum, c'est si je ne peux pas t'avoir, ben, personne t'aura, donc je vais te tuer, en Mm. gros. Donc c'est pour ça qu'il décoche une flèche. La princesse se rend compte que la personne qui l'a mise sous emprise est finalement malveillante, donc elle s'en libère. Elle aide ainsi Conan à rentrer dans la montagne. Et Conan, à un moment donné, a quelques poignées de secondes dans cet échange avec Tulsadum où on voit qu'il est là, il arrive à lui mettre le doute. Et donc Conan, par la force de sa quête de vengeance, de sa quête quelque part d'émancipation, sort de ça subitement et donc tranche la Mm, tête de mm. Tolsadoum. Donc il y a tout un travail qui est autour de ça et il réalise bien sûr, il est conscient de la tentative de mise sous emprise. Oui, et finalement, en faisant ça, il applique Mais le conseil de son père, de son véritable père, hein, qui au tout début du film lui dit ne fais confiance ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes, à ceci tu dois te fier, en montrant l'acier
de son épée. C'est ça, Et donc il exactement. l'applique véritablement. T'as C'est tout compris. magnifique en fait, la boucle est bouclée. C'est ce que j'allais dire. Par rapport à la figure du père, alors c'est vrai qu'on pourrait continuer de parler de Conan, mais on en reparlera dans d'autres épisodes, dans d'autres épisodes, parce qu'on est tellement fan de ce film. Moi, je suis en train de poursuivre ma lecture du livre, donc ça va alimenter pas mal d'épisodes. Mais comme on est dans la thématique du père, je ne pouvais pas ne pas citer Rocky Balboa, ce fabuleux monologue de Sylvester Stallone face à son fils, qui je trouve est l'un des plus beaux monologues qu'on puisse avoir entre un père et son fils. Parce que là, en fait, j'ai vraiment le sentiment que Stallone s'adresse aussi à toute une génération, quelque part. C'est vraiment un discours de développement personnel, ici, sur la nécessité de se responsabiliser. Et là-dedans, je trouve que Stallone fait vraiment écho à Schwarzenegger, qui est aussi une figure du développement personnel, qui aime beaucoup transmettre des clés, notamment autour de la réussite. Mais on sait très bien que la réussite, c'est aussi un travail sur soi, c'est de l'introspection, c'est se bouger le cul, littéralement, hein. C'est de l'audace aussi, oui. Dans ce monologue, je ne sais pas si vous l'avez en tête, vous pouvez le retrouver facilement sur YouTube. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'appel. C'est pas juste une invitation, hein, là c'est un gros recadrage, hein. Rocky Balboa est en conflit avec son fils qui le renie. Et là, ce qui est intéressant, c'est que son fils se dissocie de son père parce qu'il est dans son ombre. Son père est sacralisé. Son père est une star, même si il n'a plus combattu depuis longtemps et qu'il est, ben voilà, il vieillit, il le vit pas très bien d'ailleurs. Un peu has-been. Voilà, un peu has-been. Son fils vit mal sa popularité, le fait qu'il ait été sacralisé, et finalement le diabolise en quelque sorte. Alors, il ne le diabolise pas, mais Oui, tient je force le il le trait, tient hein. pour Il le tient responsable. pour Donc en fait, responsable. ce monologue, il porte beaucoup sur l'apitoiement, et notamment des générations qui sont du coup postérieures à celle de Rocky, qui a quand même fait énormément d'efforts pour obtenir ce qu'il a obtenu, et qui surtout ne s'apitoie pas. C'est-à-dire, il a pris un KO, il a perdu son titre à un moment donné dans Rocky 3, il trouve le moyen de rebondir, alors que pourtant il a perdu l'œil du tigre. Mais il va pas dire à quelqu'un, il va pas dire ouais, c'est la faute de Paulie, c'est la faute d'Adrian, c'est la faute d'Apollo, ou de... Non, non, il a pris ça sur lui pour essayer de retrouver un petit peu cette motivation. Et il y a une... Moi, c'est ce que j'aime dans Rocky 3 d'ailleurs, hein. Rocky 3, c'est pas... Pour beaucoup de gens, c'est pas forcément leur épisode préféré, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'on sent comment un champion en fait perd tout, comment il peut être complètement démoli par une seule défaite, et tout cet aspect de reconstruction par la valorisation. C'est-à-dire Apollo passe son temps à le valoriser, à lui enseigner évidemment des nouvelles techniques de boxe plus souples, etc. Mais il apprend aussi à se reconstruire, à reconstruire la confiance qu'il avait en lui et qu'il a perdue. Et ça, je trouve ça magnifique parce qu'il y a beaucoup, enfin c'est un truc que les combattants connaissent très bien quand on est sur une série assez longue de victoires par exemple, et que d'un coup on se prend un shoot, et que parfois même la revanche de ce combat, on se prend un deuxième shoot, c'est-à-dire on se fait battre une deuxième fois, et finalement, après les sportifs sont des gens très superstitieux aussi, donc finalement le combattant contre lequel on a perdu peut devenir une sorte de némésis aussi. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup Rocky 3, parce qu'il y a une étape qui est très difficile, qui est cette reconstruction de la confiance en soi. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce qu'Apollo dit à un moment donné à Paulie, qui dit que Rocky vaut plus rien quasiment, et Apollo lui dit et un jour il sera plus rien du tout, quoi. À force de dire ça, il sera plus rien du tout. Et j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, effectivement, parfois il faut revenir aux racines de la motivation. C'est pour ça qu'Apollo l'amène dans cette vieille salle de boxe où t'as que des entre guillemets des amateurs qui reviennent à leurs racines, à la source de leur motivation. Et voilà, je trouve ça très bien. Ouais, ce qui est bien, c'est que ça valorise aussi la figure de l'ami, la figure du coach, et qui montre que la construction de soi, de son identité, ne repose évidemment pas que sur le père. Parce que placer toute sa motivation en une seule personne, c'est prendre un risque énorme. Cette personne, elle est faillible aussi. Alors bien sûr, et puis ça montre
toute l'interdépendance qu'il y a entre les personnes. Si tu n'as pas ton entraîneur, si tu n'as pas ton coach Ouais. sportif, si tu n'as pas ton préparateur sportif, si tu n'as pas ton préparateur mental, tes masseurs, ton ostéo, enfin tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que tu n'irais pas très loin. Puis eux, ce sont des gens qui font beaucoup de sacrifices aussi dans le monde du combat, enfin hormis la boxe anglaise. Les fédérations de combat ne sont pas forcément avec beaucoup d'argent, et celles qui ont beaucoup d'argent ne payent pas forcément très bien Mhm. leurs combattants. On sait très bien que c'est le cas de l'UFC par exemple, et tu as plein de combattants qui prennent des risques énormes, parce que chaque fois qu'on rentre dans la cage, on prend des risques de commotion cérébrale gigantesques, etc. Et donc tous ces gens-là doivent être payés. Mhm. Et donc, tu en as plein qui font des sacrifices sur eux-mêmes parce qu'on va essayer de pousser le combattant au maximum de ses possibilités. Pour ça, tout le monde prend un petit peu sur soi, tu vois. J'aimerais qu'on reste concentré sur l'aspect de développement personnel, tu sais, sur comment nous-mêmes, en tant qu'enfants, parfois, on a pu faire cette erreur de sacraliser nos parents ou de les diaboliser. Parce que, en fait, l'un et l'autre vont très bien ensemble. C'est que le risque, quand on est déçu par rapport à une figure parentale, c'est ensuite d'être dans un discours extrême opposé. Et du coup, de refuser toute autorité ou tout conseil de cette personne, tout simplement parce qu'on a été trahi. C'est ce qui se passe dans Rocky, c'est qu'il est complètement hermétique, il se ferme, et probablement il fait une erreur qu'on a peut-être tous plus ou moins fait, qui est d'attendre de nos parents qu'ils soient exemplaires, et qui nous parlent comme des amis, comme des coachs, comme des confidents, qui remplissent en fait toutes ces fonctions. Sauf qu'un parent, en fait, il ne suffit pas d'enfanter pour être un bon parent, et un parent n'a pas forcément les compétences pour être un bon pédagogue. Il y a aussi la question de la différence des générations, la différence de valeurs, qui va faire qu'on va, que d'une génération à une autre, on peut se sentir largué. Il y a différence de culture aussi qui peut jouer, hein. Moi, je l'ai expérimenté par rapport à mon père de culture vietnamienne, et il m'a fallu beaucoup de temps pour me dire, mais mince, en fait, waouh, j'en ai voulu longtemps à mes parents, mais voilà, ils m'ont eu tardivement. Il y a la différence de culture. Et ça peut expliquer clairement parfois des conflits, mais surtout beaucoup de non-dits et beaucoup de malentendus. Donc parfois la déception, en fait, on se rend compte qu'elle n'a pas forcément lieu d'être. C'est une déception qui naît d'une projection. En fait, on projette sur nos parents une sorte d'idéal. Et plus l'idéal est grand, et plus la déception est grande. C'est-à-dire que Tout comme avec les idoles, toi les célébrités. tu souffrais et tu souffres d'un double décalage. Enfin, tu souffrais d'un double décalage. C'est-à-dire il y a le décalage effectivement générationnel, mais le décalage aussi culturel, parce que si je me trompe pas, tu n'es pas très impliqué dans la culture vietnamienne. Non, puis j'avais pas les clés pour Mm. la comprendre. Réfléchissez à ça par rapport à vos parents. Alors attention, ça ne veut pas dire tout excuser, hein. Parce que quand on dit les parents sont des êtres faillibles et des êtres humains, ça veut dire aussi qu'ils portent en eux leur névrose, peut-être leur dépression, leurs addictions, leurs démons, entre guillemets, qui ont fait qu'ils ont pu avoir des comportements répréhensibles. Donc, attention aussi à l'excès, à cette fameuse loyauté qui fait qu'on va tout excuser. Typiquement, la phrase qui consiste à dire ouais, mais c'est quand même mon père, ouais, mais c'est quand même ma mère, ouais, mais en fait, factuellement, cette personne t'a fait du mal. Dans quelle mesure souhaites-tu entretenir un lien, être à proximité d'une personne qui t'a fait souffrir, même si cette souffrance, tout comme Tolsadoum envers Conan, a pu être constitutrice à un moment donné, a pu être un moteur pour se renforcer. C'est un sujet très complexe, hein. Oui, mais Et c'est l'une des choses les plus difficiles à accompagner, le conflit de loyauté. pourquoi est-ce que c'est complexe d'après toi? Parce que ça participe à notre identité et qu'au bout d'un moment, en fait, comment se séparer de quelque chose qui fait partie de soi? Alors moi, j'ai plutôt quelque chose à te proposer d'autre en fait. Je pense que c'est aussi parce que les gens sont incapables de dépasser la parentalité de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de voir leurs parents comme des êtres humains, C'est de ça dont tout je parle. simplement. C'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que non, mais ils sont pas capables de voir que avant d'être papa-maman, ce sont par exemple euh, les prénoms de leurs parents, par exemple, tu vois. Mm.
Bah oui, C'est et c'est quelque chose ça. de très bête. Et ça, Mais c'est c'est-à-dire un vrai qu'avant de travail. voir l'humanité, et c'est-à-dire avec évidemment toutes les failles qu'ils peuvent avoir, tous leurs problèmes, et aussi leur propre l'héritage que leurs parents, le propre héritage que leurs parents ont reçu, l'éducation que leurs parents ont reçue, de savoir de quoi leurs parents sont constitués. Ces parents-là, ça Mm. forme une osmose, une famille, ça endosse plusieurs casquettes, parce qu'on va être telle personne, puis on va être aussi maman, puis on va être aussi papa, etc., etc. Mais en fait, ce serait bien d'arriver à dépasser le rôle des parents pour voir en fait quel être humain. Bon, et finalement, est-ce que j'aurais choisi cette personne-là pour être humain, pour père? C'est Ouais. vachement intéressant comme question. Est-ce que j'aurais choisi cette personne-là comme père ou comme mère euh, si j'avais eu le choix? Oui, et également, si cette personne n'avait pas été un parent, parce que là, on se concentre sur les parents, mais ça vaut aussi pour les frères, les sœurs, les oncles. Dans quelle mesure, en fait, si je retire les liens de parenté, dans quelle mesure j'aurais vraiment plaisir à fréquenter cette personne? Tout Waouh! à Et fait. là, dans ces cas-là, il y a un sacré tri, Et hein. comme dans la fraternité, Ouais. d'ailleurs. Fraternité, sororité, C'est un sujet dans la super fratrie, quoi. complexe parce que il y a tellement de personnes qui souffrent de ce conflit interne, qui sont tiraillées entre c'est quand même mon père, c'est quand même quelqu'un de... Alors pire encore avec les parents parce qu'il y a la reconnaissance d'être en vie grâce à cette personne, c'est oui, c'est quand même la personne qui m'a donné la vie, donc je lui dois. Oui, d'accord, mais est-ce que pour autant tu dois tout donner de ta vie à cette personne sous prétexte qu'elle t'a enfanté? Là, c'est quand même Alors un... moi, je suis carrément pas dans ça, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que à la fois, j'ai rien demandé. Oui, c'est Point vrai. final. Oui, voilà. C'est-à-dire que non, je dis pas que c'est pas parce que j'ai rien demandé que mes parents me doivent quelque chose, mais je veux pas avoir, je me sens pas responsable ou coupable, si tu veux, de ces Mhm. situations-là, tu vois. Je suis pas dans Oui, tu te je... considères comme un individu à part Mais entière exactement, et qui est exactement. libre. Et je pense même en fait que c'est tragique pour n'importe quel être humain. Mais vraiment tragique, le mot est pesé pour n'importe quel être humain de ne pas grandir. Je pense qu'en fait on devient adulte au moment où on voit ses parents, où on est capable de dépasser ses parents, et on est capable de les dépasser sur plein de qualités. Sur des qualités d'altruisme, de sagesse, de compassion, de vertu, de morale, on est capable de les dépasser sur plein de points. Et quand on s'en rend compte et qu'on le réalise, ça, d'un coup, ça ne veut pas dire qu'on va moins aimer nos parents, mais d'un coup, ils perdent effectivement ce statut de sacralisation qui est très dangereux, parce que la sacralisation, elle est un levier énorme de l'emprise. Mm. Je veux dire, c'est le fantasme, ou c'est le comment dire, la façon de porter au nu ou de mettre sur un piédestal quelqu'un qui se constitue comme un levier. Bien sûr. Et là, en fait, alors si on a des parents ou des personnes qui sont nos mentors, par exemple, qui sont bien intentionnés, qui sont de belles personnes, on va dire, en termes de qualité, c'est pas trop grave parce que, bon, les conséquences sont minimes. Mais si jamais il y a Mais il y en a qui en jouent, hein. des choses négatives qui sont, voilà, qui sont Bah, cachées, ça peut être typiquement, les compliqué. manipulateurs vont appuyer là-dessus et insister sur après tout ce que j'ai fait pour toi, mais tu ne serais rien sans moi. Cette phrase, c'est une énorme alerte. Bah si, en fait, je serais quelque chose sans toi. Je serais peut-être différent, j'aurais peut-être moins de compétences, moins ceci, moins cela, mais non, non, si quelqu'un vous dit ça, c'est quand même un gros signal. Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus que, bon, là on parle de perversion, hein, c'est de la Mm. perversion narcissique, très clairement. Alors cette expression, elle est très à la mode, je sais, mais là, Mais elle elle est existe, hein, clairement pesée chez les hommes comme chez les femmes. dans ce cadre-là, dans ce qu'on est en train d'évoquer, c'est exactement le mot à employer. Et ce sont des gens qui ignorent leur propre perversion même, souvent. Donc, même s'ils ne le réfléchissent pas, ils sont souvent dans ça, tu me le dois, Mm. c'est grâce à moi que tu as fait ça, surtout dis bien que c'est grâce à moi que ça. C'est leur mode En de fait, fonctionnement, ouais. c'est leur fonctionnement, exactement.
Moi, ce que j'aime aussi, pour revenir au monologue de Rocky vis-à-vis de son fils, c'est qu'il le rend libre, en fait. À ce moment-là, il le replace dans sa posture d'homme. Parce qu'il y a une tentation quand on est parent ou quand on aime quelqu'un, tout simplement, c'est de vouloir le protéger, de vouloir le préserver, de vouloir faire pour lui. Et j'en vois des parents qui sont pleins d'amour et qui pensent bien faire en couvant leur progéniture. Aussi parce que là, ça parle de leur propre peur, ça parle de leur insécurité. Mm. Donc, ils vont en faire probablement un peu trop, mais en faisant ça, ils privent leur enfant de devenir autonome. Or, pour devenir autonome, il faut être confronté à cette liberté où à un moment donné, on va prendre des risques et, comme le dit très bien Rocky, se prendre une droite, symboliquement, se faire mettre à genoux parce qu'il y aura des obstacles, il y aura des épreuves justement à surmonter, mais c'est dans l'adversité qu'on se renforce. Oui, et puis il sait de quoi il parle parce Ah que bah oui, l'une c'est sa des carrière. caractéristiques de Rocky, c'est sa pugnacité. C'est-à-dire qu'il n'est pas un super bon boxeur technique, par contre il a une Mm, mâchoire mm. énorme. Il a un menton d'acier, c'est-à-dire qu'il prend des coups, il prend des coups. D'ailleurs, c'est bien ce qui est montré à la fin de Rocky 4 et au tout début de Rocky 5. Il a des commotions cérébrales énormes dans la tête parce qu'il prend des coups, mais il continue d'avancer. Et donc, en fait, il transfère ce qu'il était symboliquement, il transfère ce qu'il était physiquement dans tous les épisodes de Rocky, et là ça devient une symbolique qu'il transmet à son fils, c'est-à-dire c'est une valeur qu'il a incarnée physiquement à l'écran, et là donc il ne combat plus à ce moment-là, bon évidemment il fait son match dans Mhm. Rocky Balboa, mais il ne combat plus à ce moment, en tout cas plus professionnellement, mais c'est la valeur qu'il a construite, qu'il s'est dégagée, qu'il a apprise Mm. et qu'il transmet finalement à son fils. Et son fils n'est pas boxeur. Donc il a du mal aussi à comprendre cette Ouais. pugnacité, et je trouve que ce monologue, en fait, il peut être lu de plein de façons différentes parce que, en fait, à ce moment-là, c'est aussi un petit échec que Rocky subit d'avoir fait un enfant comme ça, quelque part. Ouais. Mais c'est pas la faute de l'enfant. C'est parce que l'enfant a eu un cheminement différent du sien et que Rocky n'est peut-être pas prêt à accepter que son fils ait vécu un cheminement différent du sien. Mhm. Donc son fils ne peut pas avoir les mêmes valeurs que lui a appris sur le ring, qu'il a incarné sur le ring. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on parle de l'acceptation que les enfants ont par rapport aux parents et du besoin de voir leurs parents comme des êtres humains à part entière, Mais mais l'opposé, ouais, l'inverse bien doit sûr. être possible Mm. aussi. C'est-à-dire, oui, je dois accepter que mon fils, là, typiquement, C'est pas un cogneur, ouais. mais nous, la génération X, Mm. typiquement, on a appris à faire des efforts de longue haleine pour obtenir ce qu'on voulait. Je pense même qu'on est la dernière génération pour ça. Parce qu'on on a vu le téléphone à cadran, on est arrivé au portable, on a vu les livres, on est arrivé sur l'ordi. Enfin, on avait vraiment été, pour moi, cette génération charnière qui fait si tu veux, le passage de témoin entre les anciennes générations, entre finalement deux ères, quoi, deux grandes époques. En tout cas, l'époque pour moi analogique et plus numérique aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment important aussi que Rocky se rende compte de ça. C'est-à-dire que ça doit lui susciter de la compassion et de la compréhension que son fils soit un fragile parce qu'à un moment donné, on a fragilisé aussi la société. Mm. La société d'effort est complètement morcelée et fragilisée. On n'est plus capable de faire de l'effort de longue haleine pour aller réaliser un effort. Voilà, je trouve, Mm. on a perdu en pugnacité, Moi, tu j'ai vu vois. un article dernièrement qui expliquait que notamment le rapport aux jeux vidéo montrait ce contraste que tu évoques, où notre génération a grandi avec des jeux vidéo, où il n'y avait pas de sauvegarde, où il y avait vraiment un entraînement à l'échec, à la déception et donc à la persévérance, alors que les jeux aujourd'hui sont faits pour qu'il y ait toujours ce système de récompense qui soit stimulé avec de la satisfaction, avec un minimum de frustration. Et ça, c'est un vrai problème parce que la frustration, en fait, elle est positive. Elle génère la persévérance, c'est aussi une leçon d'humilité. Alors que là, on crée des générations de personnes qui sont les fameux enfants rois qui sont tout puissants, en fait. Hmm.
Alors, c'est dangereux. Mais bon, là, on part dans un autre sujet encore, hein, mais non, on est c'est... complètement, je suis désolé, on est complètement dans le sujet. On est sur le monologue de Rocky et on est sur le pourquoi de ces mots. Ouais. Et on est sur le fait que, alors, Rocky a une position ascendante dans ce monologue. Hmm. Mais le fils pourrait très bien, à sa place, dire oui, mais ok, mais regardez ce que vous m'avez légué comme génération. Rocky n'est pas responsable de ça à l'échelle individuelle, Hmm. mais sa génération est responsable de ça, parce que c'est elle qui a initié l'ère numérique, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, les gens qui encensent Bill Gates et qui encensent Elon Musk. Elon Musk, ou même surtout, comment dire, le fondateur Facebook, d'Apple, non. Ah, Steve Jobs. Steve Jobs, alors, j'aime beaucoup pour tout ce qu'ils ont permis, c'est génial, etc. Mais est-ce que quand on voit la débilité à l'échelle individuelle, planétaire du téléphone portable, quand je dis débilité, le mot est posé, hein, c'est-à-dire on a débilisé, par exemple, l'IA pour moi porte un coup fatal à l'intelligence de l'humain dans la mesure où on va aller chercher, on va avoir pile l'info qu'il nous faut en l'extrayant complètement de son contexte, etc. Est-ce que ces gens-là auraient fait la même chose en toute connaissance de cause? Bah, parce que souvent, l'être humain est tellement égocentrique et comment dire, boosté par son orgueil et sa recherche de performance immédiate et de résultats immédiats qu'il ne voit pas à long terme. Il ne pense pas sur les générations à long terme, aussi parce qu'on est dans une dynamique de vente. Je le vois bien, moi j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise et ils sont pour beaucoup grisés et complètement obsédés par la recherche de résultats immédiats. Et pourtant, ils ont des valeurs. Et pourtant, ils sont attachés à leur famille. Et je ne vous parle pas de personnes qui sont dans la domination, l'arrogance, le chiffre. Mais c'est un système de pensée. Et oui, tu as raison, ça nous interroge sur ce qu'on lègue aux générations futures. Moi-même, là, dernièrement, je participais à une session questions-réponses autour d'un film dont j'ai fait la promotion qui s'appelle Truly Naked, qui parle de la pornographie et de son impact sur les jeunes générations, qui, du coup, est une superbe invitation à revenir à la beauté de l'intimité, de la vulnérabilité des relations humaines, des relations humaines. Et, pour moi, ce film a une double lecture. Il y a ce qui est raconté dans le film, bien sûr, mais à mon sens, il y a justement cette symbolique-là. C'est qu'est-ce qu'on laisse, nous, en tant qu'adultes, aux jeunes générations et dans quelle mesure on peut les blâmer aujourd'hui de vouloir arrêter leurs études et d'ouvrir un compte-pied sur un OnlyFans alors que en tant qu'adulte, on glorifie cela. Et je vous dis ça alors que j'ai totalement conscience, du haut de mes 47 ans, d'avoir participé à ce système. T'as déjà 47 ans? Ouais, bon, ouais, un demi-siècle. Et je m'en rends compte maintenant, évidemment, que lorsque j'étais dans l'exercice de mon ancienne carrière, j'avais pas ce recul. C'est aussi l'erreur de la jeunesse, c'est le côté probablement égoïste, individualiste, ultra individualiste. Voilà, au nom de la liberté, on va faire plein de choses. On pense être dans le juste, parce qu'on sent que c'est légitime pour soi, mais c'est le pendant en fait de l'individualisme, c'est qu'on va penser à son échelle, à sa toute petite échelle, et pas forcément réfléchir aux conséquences Ouais. sur C'est le groupe et sur le plus long terme. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Exactement. Donc, C'est-à-dire l'ignorance à la fois des causes, du système de causalité. Dans le bouddhisme, par exemple, on appelle ça le système, les causes et les conséquences, en fait. Hein, la loi de causalité morale, pour être exact. certes. Et je vois que nous avons déjà franchi la barre des 1 heure, alors que j'avais proposé qu'on fasse 45 minutes. Je sais pas pour toi, mais moi, je crève de chaud. Il fait super chaud, là. Et en Oui, plus, j'ai faim. il est temps de se Et tu sais déshabiller. comment je suis quand j'ai faim. Insupportable. Quand Il je faut commence vérifier à avoir l'heure. faim, Il je faut, commence à devenir chut, chut. Il agressive. faut vérifier l'heure parce que s'il est après minuit, je ne pourrai pas te donner à manger. Et je trouve qu'on a été super sérieux pendant ce podcast. Après, c'est un sujet qui me tenait à cœur et vraiment, je tenais à l'évoquer avec vous. Parce que là, on touche à des sujets qui sont sensibles, qui peuvent influencer toute une vie. Posez-vous la question, on vous a déjà tendu la perche la dernière fois de l'influence des acteurs qui vous ont inspiré, mais posez-vous la question de l'impact
de vos parents sur vous, dans vos vies, aujourd'hui en tant qu'adulte? Qu'est-ce qui reste de cette éducation? Qu'est-ce que vous avez envie de garder de ça? Qu'est-ce que vous avez aussi envie de lâcher par rapport à tout ça? Parce que devenir adulte, est-ce que c'est pas à un moment donné faire consciemment ce tri, de se dire, ok, quand j'observe mes parents en tant qu'être humain à part entière, je reconnais que il y a des choses là, j'ai envie de les garder parce que je pense elles me construisent, elles me nourrissent, elles sont utiles. Mais il y en a d'autres, je dois bien admettre que, Mm. en fait, Et non, je lâche ça. et ce que tu soulèves là est très important. Et c'est pour ça que la crise d'adolescence est quelque chose d'extrêmement important. Parce que c'est le moment où on passe sous son propre filtre l'éducation qu'on a reçue. On est en train de devenir adulte et on se dit, bon, ça, est-ce que je le garde, est-ce que je le jette, etc. Le gros problème de ce moment-là, qui est très critique, hein, c'est qu'on commence à avoir un état d'esprit d'adulte, mais on n'a pas encore l'expérience. Et parfois, on ne soupçonne pas de ce que nos parents nous ont légué et qui va être fondamental et important. On ne se rend pas compte que c'est déjà implanté comme quelque chose de fondamental et d'important. Et on le réalisa évidemment souvent tard. Parfois à 40 ans, et ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, parfois est une seconde crise d'adolescence dans le côté, une sorte de réveil identitaire. C'est « Oh merde, le temps passe, je commence à fatiguer, je vois des personnes aussi disparaître autour de moi. Oh là là, j'arrive bientôt au milieu de ma vie, et encore, est-ce que c'est... Voilà, est-ce que c'est vraiment le milieu? Il n'y a pas de garantie. » Et donc il y a une sorte de sentiment d'angoisse avec cette question, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que j'ai vraiment choisi cette vie? Il n'est pas rare, encore une fois, que j'entende des personnes qui me disent, en fait, j'ai coché toutes les cases, j'étais un bon élève, j'étais un bon fils, j'ai écouté mes parents, j'ai suivi les études qu'on m'avait recommandées. Ok, j'ai une situation, j'ai rencontré ma femme grâce à ma profession, tout n'est pas acheté, bien évidemment, mais parfois, il y a quand même une sorte d'amertume. C'est, est-ce que je ne serais pas passée à côté de quelque chose, quelque part? Qu'en est-il de cette passion qui m'animait quand j'avais 20 ans, où je m'étais promis que je passerais telle certification, ou que je voyagerais dans tel pays, et là, mince alors, j'ai pas vu le temps passer. Et plus encore quand on est devenu parent, parce que l'énergie, généralement, se dirige vers les enfants, et je veux dire, ça se comprend. Mais qu'est-ce qui reste de soi une fois qu'on a accompli une fois qu'on a répondu aux attentes des parents, qu'on répond aux attentes de nos enfants? Et alors, il reste quoi au milieu, en fait? C'est intéressant ce que tu dis là aussi, parce que je pense que... Alors, moi je... J'aime parce que tu dis que je dis des choses intéressantes. Ouais, mais c'est pas souvent, alors. Dépêche-toi parce que j'ai faim. Il faut qu'on arrive à la conclusion bientôt. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand on devient soi-même parent, bien que je n'ai pas le bonheur d'avoir cette expérience, je pense qu'il y a une partie de nous qui arrive à résoudre le mystère que nos parents représentent. À la fois parce qu'évidemment on endosse la même expérience qu'eux. Et d'un coup on se dit, ah mais mes parents avaient géré cette situation comme ça, et moi comment vais-je la gérer? Bonne soirée. Alors, dernière petite chose pour clore cette émission, et non, ne te casse pas tout de suite. Nous avons pour tradition, pour ces premiers épisodes, de citer une règle de la réussite de ce cher Schwarzenegger que nous adorons. Mais attention, pour faire le lien avec la thématique de cette émission, c'est pas parce qu'on l'adore qu'on va approuver tout ce qu'il dit. C'est super important. À un moment donné, Schwarzenegger a pris position sur des registres politiques, sur le vaccin, entre guillemets, contre le Covid. Bon, moi, à ce moment-là, je suis dissociée. Je me suis dit, ok, mec, je t'adore. Respect à toi éternellement pour ta carrière et ce que tu as inspiré en nous, ce que tu continues de nous transmettre. Abrège. Mais il y a des choses que je vais mettre de côté. Voilà. Abrège. Non, mais c'est en lien. Allez. On peut adorer quelqu'un et dire, non, là, C'est je moi te qui suis commence pas. à avoir faim. Bref, la troisième règle de Schwarzenegger, qui est aussi en lien avec ce qu'on a dit, c'est ne pas se laisser limiter par les échecs. par la peur de l'échec. Ou la peur de l'échec. La première, c'était « aie confiance en toi, aie une vision ». Je vous dis ça aussi parce que dernièrement, j'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux où je vous demandais quel était votre plus gros blocage.
et arrive en tête la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Forcément, associé à ça, le manque de confiance en soi, la difficulté à prendre des décisions, et donc forcément une forme de souffrance, la sensation d'être enlisé, la sensation de ne pas pouvoir se réaliser, parce qu'il y a cette peur qui reste, qui est légitime aussi, parce que la peur, elle est là pour généralement nous garder en sécurité. Mais à quoi elle est due pour toi ? Plutôt que de prendre une décision qui pourrait nous exposer à la perte, on reste dans une forme de confort ou d'inconfort même, parce qu'au moins c'est ce qu'on connaît. Alors cette peur, elle peut avoir plein de racines, mais parfois ça va être la peur héritée de nos parents. Posez-vous la question, mais au fait, la première fois où j'ai entendu ça, où j'ai ressenti ça, ça remonte à quand ? Et généralement, ça va remonter à un épisode de l'adolescence ou de l'enfance, ou une parole du parent qui peut-être a répété « t'es pas à la hauteur ». Tu vas te faire mal. C'est la peur du jugement. Tu vas échouer. C'est la peur du jugement. Oui, mais l'échec variable. L'échec est très mal considéré dans notre société. Et c'est ça le problème. Et d'ailleurs, comme Arnold le dit, il ne dit pas qu'il faut se laisser... Il ne parle pas de l'échec. Il ne parle pas de rester enlisé par l'échec. Il parle de rester enlisé par la peur de l'échec. Et la peur de l'échec, c'est quelque chose qui est donc un concept. C'est un concept d'avoir peur de l'échec. L'échec, ce sont les marches qui vous conduisent vers la réussite. C'est pas exactement la même chose. La peur de l'échec et l'échec en lui-même, ce ne sont pas la même chose. Ah oui. Il faut pas avoir peur d'échouer jusqu'à ce qu'on réussisse. Et d'ailleurs, on sent bien dans cette phrase-là d'Arnold toute la dimension de la culture américaine de la réussite. Ouais. Un entrepreneur aux États-Unis peut échouer des tas de fois. Alors c'est sûr, il est bien accompagné en général par les banques et par d'autres systèmes qui sont plus difficiles chez nous, mais un entrepreneur est boosté jusqu'à ce qu'il réussisse. On lui donne un maximum de moyens pour réussir. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de la culture américaine. Je ne sais pas pour toi, je la trouve beaucoup plus dynamique à ce niveau-là. Ils sont beaucoup dans l'action, on cogite beaucoup en France. Mais Arnold parle de ça. Et cette peur, elle vient d'où ? Du jugement, qui est loser, tu vois, voilà, comme me fait mon petit neveu. Oui, alors ceci étant dit, là évidemment, je pense que toutes les personnes qui vont nous écouter vont approuver, mais il y a des choses qui sont de l'ordre qui sont irrationnelles. Et il y a des peurs qui sont anciennes, il y a des peurs qui ont été transmises, apprises, il y a des peurs qui sont liées, comme je l'évoquais, à des événements traumatiques, où vraiment c'est une angoisse, une anxiété profonde. Il y a la peur qui a été apprise par l'expérience, parce qu'on peut dire, bah oui, vous êtes bien gentil à parler d'échecs, mais moi, la dernière fois que j'ai eu un échec, ça m'a coûté mon job, ça m'a coûté, j'ai eu un accident, j'ai perdu quelqu'un. Enfin, il y a parfois des conséquences sur lesquelles tu ne peux pas revenir, ou tu le payes très très cher. Donc, d'accord, tu le payes très très cher. Il y a des peurs légitimes aussi. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que cet échec-là... Une peur, ça s'apprivoise. Déjà, une peur, ça s'apprivoise parce qu'une peur n'existe pas, fondamentalement. C'est une illusion de l'esprit, c'est-à-dire c'est un ressentiment, mais ce ressentiment ou ce sentiment, si je te demandais de me le mettre sur un plateau, tu ne pourrais pas. Il n'existe pas, finalement. Non, c'est un ressenti. D'accord ? Moi, je vais te citer un très beau proverbe chinois qui est issu très exactement du traité des deux accès de Bodhidharma. Donc Bodhidharma, c'est un peu l'équivalent du second Bouddha pour les Chinois. Et il dit « L'esprit dessine des tigres et des dragons pour s'en effrayer par la suite. » Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce qu'elle montre qu'on génère nous-mêmes nos propres angoisses. Et ce n'est pas parce qu'on a vécu un échec avec même des conséquences très très difficiles que la fois d'après, on va vivre exactement la même chose. Et en fait, j'ai même envie de te dire que comme il y a une sorte de loi de l'attraction comme ça un petit peu avec l'esprit, si tu restes sur cet échec et que tu ne fais que penser à ça, bien sûr que tu vas tu vas forcément convoquer de la malchance. Les croyances limitantes sont issues de ce système. Ces fameuses phrases d'auto-sabotage, on va dire non mais de toute manière laisse tomber, je suis pas fait pour ça, je suis comme ça, parce qu'en fait on est conditionné. On est foutu comme ça aussi, nous les humains, et même les animaux d'ailleurs, en tout cas les mammifères, on est conditionnés par notre expérience, et forcément, si à 10 fois de suite, en croquant une pomme, on a le goût, un goût de pétrole dans la bouche, on va pas croquer une 11e fois, on va même arrêter avant. J'aime beaucoup cette image. C'est quand même un apprentissage. Mais pourtant,
Ça ne veut pas dire que la Pourtant, 11e aura un goût de pétrole. Si tu es une grande sage ou un grand génie ou un grand fou finalement, parce que la limite est ténue entre ces trois incarnations, tu devrais être capable, même à ta 11e morsure dans la pomme, Mhm. d'avoir l'esprit aussi neuf que lorsque tu as croqué la première pomme. C'est ce que je dis pour les rencontres amoureuses. Quand les personnes me disent non mais je n'ai eu que des échecs, j'ai été trahie à chaque fois. Oui, mais rien n'est écrit. C'est pas parce que tu as souffert qu'il y a une malédiction, à moins d'être superstitieux. Alors là, chacun ses croyances, hein, mais la superstition, c'est quand même un sacré enfermement. Enfin bon, bref, c'est encore un autre sujet. Hein. Mais a priori, rien n'est écrit dans le ciel qui vous dit que parce que vous avez eu 3 déceptions amoureuses, la 4e rencontre sera forcément écrite de la même manière. Vous n'en savez rien parce qu'à chaque fois, c'est une personne différente, neuve, au présent, avec une configuration différente. Par contre, moi qui accompagne beaucoup autour des relations intimes, posez-vous la question, si un schéma se répète, il y a un dénominateur commun, a priori, c'est vous, c'est soi. Comme dans les maths ? Donc ça ne veut pas dire que on mérite son malheur, c'est pas ça, c'est pas ah je mérite à chaque fois de rencontrer quelqu'un d'abusif, c'est juste de se dire tiens qu'est-ce qui fait que à un moment donné je me tourne, je suis attirée vers ce type de personne, d'observer en fait les points communs, qu'est-ce qui fait que je les attire, qu'est-ce qui fait que cette relation est possible et qu'elle se maintient, dans quelle mesure je participe en gros à ce système. Mais on aura l'occasion d'en parler et je vous rappelle qu'avant ce podcast, j'en avais un autre qui s'appelait Mentoresse, vous pouvez le retrouver également sur YouTube, où je vous parle des relations d'emprise. Donc si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, c'est un podcast de développement personnel, où là j'étais toute seule, et ça vous permettra peut-être aussi d'y voir plus clair par rapport à ça. Bon, je pense qu'il est temps qu'on mette fin à ce podcast, mon amour, parce que là j'ai vraiment très très faim. Ouais, parce très, que très fin chaud. et fin, ça rime. Exactement. Bon, on espère que vous avez apprécié ce podcast. On a été très sérieux, mais en même temps, c'était des sujets Ouais, moi j'ai bien envie de très montrer sérieux aussi. mon t-shirt dans son ensemble. Ouais, merci beaucoup. Regardez ça comme c'est badass. Il est sublime et je vais forcément te l'emprunter, je te l'annonce. C'est mort. Jamais Allez. Non, jamais tu mettras ça. Allez, s'il te plaît. Non, ça c'est... mais c'est le mariage. Ouais, On mais est censé partager. non, mais ça c'est le t-shirt de l'homme. Oh, Je vais me faire des amis avec ce podcast. Eh mon chéri, il est super genré. Alors là, je suis super cisgenré même. Oh bah bravo. J'ai le droit de dire ça ? Bah oui, tu as tous les droits. On vous encourage à commenter, à partager, à dire si vous êtes d'accord ou non, tant que vous argumentez. Et surtout, s'il vous plaît, partagez des références de films avec des figures parentales fortes qui sont sacralisées ou qui sont diabolisées. Des histoires de rapports père-fils. Bah tiens, The Last of Us, c'est une super référence là de figure paternelle. Hein. Mais il y en a plein. Donc n'hésitez pas à les poster en commentaire et on vous retrouve très prochainement dans un prochain épisode. À bientôt. Tu sais ce que je vais te faire voir ce soir ? Quoi ? Aigle de fer. Ouah, trop bien. Ça va être une tuerie ça. Avec du popcorn. Ouais, avec du popcorn. Ok. Salé ou sucré ? Mélangé. Allez, c'est parti. Super Sortie de champ. Elle va faire à manger. Balance again.